Et si l'on découvrait aujourd'hui un auteur que je vais vous inviter, après cette interview, à découvrir encore plus en vous jetant sur ses livres. Il y en a quelques-uns et ils sont particulièrement savoureux. Je vous propose de faire une grande place à Rodrigo Aramon. Bonjour Rodrigo. Bonjour. On s'intéresse à vous et à vos œuvres parce que j'avais envie de jeter un coup de projecteur sur deux livres que vous m'avez envoyés gentiment, que j'ai dévorés, que j'ai adorés, alors qu'on s'est rencontrés via Internet, j'ai envie de dire presque par hasard, et que j'ai adoré ces livres. Alors on va en reparler. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Est-ce que votre métier c'est l'écriture et comment vous avez découvert l'univers, on va dire, fantastique de l'écriture? Oui, alors bon, donc Rodrigo Aramon, hein, je suis à la base, je suis enseignant d'histoire, de lettres. Ma passion, c'est vraiment les deux, à la fois l'histoire et les lettres. Et je suis tombé dans le roman très rapidement quand j'étais tout petit, puisque je vivais en Afrique. Et là-bas, bon, les livres, c'était une denrée extrêmement rare, surtout avec le travail que faisait mon père. Donc on était perdu un peu dans des villes vraiment très isolées, voire des villages. Donc quand je réclamais un livre, ben, mon père et ma mère me disaient mais t'as qu'à l'écrire, t'as qu'à l'imaginer. Donc ben, j'ai commencé à écrire quand j'étais tout petit. J'avais 8-9 ans quand j'ai écrit ma première nouvelle, mais voilà, après donc j'ai enchaîné, et puis les études sont venues, et puis j'ai repris l'écriture par la suite. Vous avez combien d'ouvrages dans votre catalogue? Euh, alors il y a au niveau des Chroniques des territoires, qui est la série principale que j'aime énormément écrire, il y en a 3, dont le quatrième va sortir normalement en mars-avril 2018. Donc ça en fera 4 là-dedans. Ensuite un, le manoir Steammaker, qui est du steampunk. Et puis ensuite les horribles petites histoires, c'est des histoires illustrées. Je dirais que j'en ai 6 ou 7, voilà. Et puis vous avez une autre corde à votre arc, c'est celui de dessiner, puisque vous illustrez, si on parle du manoir Steammaker, chaque début de chapitre, il y a une illustration, c'est vous qui les avez faites. Oui, alors quand j'écris, j'ai besoin en fait de voir les personnages pour moi. Donc j'avais commencé quand j'avais écrit Marle le Chevrier, hein, le tout premier roman de fantasy, et je les avais montrés à mon éditeur qui m'a donc surpris en les mettant en fin d'ouvrage. Et pour moi c'est nécessaire, je dessine mes personnages, des ambiances, ce qui me permet ensuite de mieux écrire, de me plonger carrément dans mon texte. Donc moi je n'ai pas beaucoup de talent au niveau dessin, hein, mais c'est très naïf hein, ce que je dessine, mais bon moi ça me plaît et c'est l'essentiel je pense. Vous publiez chez Roy's Éditions, une maison qui est spécialisée dans la fantasy. Oui, alors ils sont surtout donc fantasy, science-fiction, tout ce qui est imaginaire, hein, les fameuses science-fiction, fantasy, fantastique, voilà, il y a tout leur catalogue tourne autour de ça. Et c'est une petite maison d'édition de l'Est. Donc voilà, ils sont Emmanuel Millet, leur directeur, est vraiment vraiment quelqu'un de très sympathique. Intéressons-nous à vos ouvrages maintenant. On va commencer par ce petit livre. Je dis petit livre parce que il fait à peine 80 pages, 82 exactement. Je l'ai sous les yeux. Ça a été un vrai coup de cœur dans une catégorie qui se développe, qu'on n'a pas l'habitude de lire si souvent que ça. C'est le steampunk. Le livre s'appelle Le Manoir Steammaker et il a une très grande originalité. C'est-à-dire que à chaque fois que vous tournez une page, vous attaquez un nouveau chapitre. Chaque chapitre fait une double page en comptant l'illustration. Oui, donc en fait le manoir Steammaker est né sur le site internet Les Deux Zeppelins. C'est un site qui m'a beaucoup aidé à commencer à écrire. On peut y trouver des nouvelles gratuitement et une fois par an tout est effacé. Et j'avais composé une histoire pour eux qui racontait donc l'histoire du père du héros en quelques lignes. Et le responsable m'a dit mais pourquoi ne pas en faire une série, le but étant de tenir le plus longtemps possible et de partir à chaque fois sur un texte très très court et ne pas avoir de plan. Voilà,
voilà, je ne savais pas où j'allais en fait. Et bon, j'ai essayé de me débrouiller avec cette double contrainte et vous avez eu le résultat entre les mains. Et du coup, ça fait une histoire particulière, c'est-à-dire que on est dans les années 1900, un lord décide d'enlever toute une vallée et de l'emmener dans le ciel, et ça donne une histoire complètement, alors pas loufoque, mais il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a des technologies et il y a de l'aventure. Oui, donc c'est un lord écossais qui est obsédé par le rêve de son père et qui décide de partir à la conquête de l'espace, avant Tintin même. Et donc il réunit une équipe de héros spécialisés et il arrache effectivement son manoir et sa vallée avec ses habitants direction l'espace. Bon, tout ne va pas se passer exactement comme prévu, mais bon, j'ai essayé de coller le plus possible à des recherches qui en 1880-1890 existaient et je les ai mis en scène dans le livre, comme par exemple tout ce qui est scaphandre. Ce sont vraiment des scaphandres qui ont existé. Bon après, effectivement, j'ai fait intervenir tout ce qui est imagination autour, mais voilà, j'ai essayé de coller le plus possible à la réalité en mêlant aussi quelques personnages qui ne sont pas fictifs, comme H.G. Wells ou autres, pour m'amuser un petit peu. Et le travail considérable, c'est de faire tenir chaque chapitre sur une double page. C'est-à-dire qu'une fois que vous tournez une page, vous attaquez un nouveau chapitre. On imagine que ça a été colossal comme travail pour faire en sorte que ça tienne sous ce format-là. Oui, parce qu'en fait, je suis un écrivain assez bavard. Et à chaque fois, il fallait couper, il fallait élaguer, il fallait revenir à l'essentiel, il fallait ciseler le texte. Ce qui pour moi est vraiment très très difficile puisque le français n'est pas ma langue maternelle. Donc pour moi écrire c'est un plaisir certes, mais c'est aussi une souffrance quand je n'y arrive pas. Mais bon, je me force quand même et bon, faire court, c'est extrêmement difficile puisque j'aime faire long. Bon, après ça a été un exercice qui a été très très utile par la suite. On recommande donc ce manoir Steammaker, Rodrigo Aramón, c'est chez Roy's Éditions. Et puisque vous êtes bavard, on va s'attaquer maintenant à un autre livre qui en comportera 4, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le 4e tome va sortir courant 2018. Il s'agit des Chroniques des Territoires avec ce personnage emblématique qui est Marle le Chevrier. En préparant cette interview, je disais que c'était un non-héros parce que en fait, il est issu d'une famille prestigieuse, mais il élève des chèvres. C'est ça, en fait, sa fortune a été dilapidée au fur et à mesure du temps par la famille et puis par les aléas de leur vie. Et le grand-père a monté une chèvrerie pour pouvoir survivre. Parce que la plupart des gens ont déserté le duché dans lequel il vit. Son château est en ruine, d'ailleurs il n'habite même plus le château. Et donc pour survivre, il élève des chèvres et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment pas du tout le type de personnage à qui on confierait une grande mission et pourtant c'est lui qu'on va aller chercher. Parce qu'en fait il est lié à la couronne et que quand on a besoin de lui, il doit répondre présent au nom de sa famille. On s'aperçoit qu'il a quand même une formation de combattant, qui sait se battre, qui répond présent et qu'il va se révéler un grand héros. Oui, avec un sale caractère quand même. Mais effectivement, bon, il sait se battre parce que c'est sa maman, son père, sa mère qui insiste pour en faire ce qu'il est, hein, tout de même, un grand combattant. Dans sa famille, leur surnom c'est les Sauveurs. Donc quand la couronne fait appel à lui pour élever une princesse, il y va sans aucun problème, même si dans sa tête, élever une princesse ou des chèvres, pour lui c'est exactement la même chose. Hein, mais bon, on voit là le caractère assez étrange de Marle. Et moi j'ai trouvé que cette fiction, elle aurait pu être encore plus grosse ou avoir encore plus de tomes, comme si vous aviez survolé certains passages ou faire en sorte que l'action allait plus vite et qu'on pourrait peut-être retrouver d'autres romans consacrés à certains passages qui ont été éludés. Ben, c'est exactement ça en fait. Vous avez mis le point exactement là où je voulais en venir. Marle, en fait quand je lis des romans de fantasy, j'aime beaucoup l'action. David Gemmell, par exemple, j'adore ce qu'il écrivait. Et j'aimais tous les moments d'action. Et les descriptions, bon, il n'en a pas trop chez lui, mais elles sont utiles.
Donc quand j'ai rédigé Marle, voilà, j'ai été à l'essentiel et je ne voulais couvrir que l'histoire de Marle et pas les histoires annexes des personnages secondaires, puisque je voulais le faire et je veux le faire par la suite. Donc par exemple, il y a un personnage qui intervient vers la fin qui est Aliat, qu'on retrouve après dans d'autres tomes. Ce personnage, je compte bien un jour en faire une biographie, carrément. Voilà, je vais devenir le biographe officiel d'un de mes personnages, parce que c'est un personnage qui me plaît énormément. Et du coup, pardon. Oui. Et du coup, à travers tous ces romans, on en apprend encore plus sur le monde dans lequel vit Marle et sur tous les endroits que l'on peut visiter. C'est un peu ça l'histoire de ces différentes chroniques. C'est ça, c'est effectivement ça. Le premier cycle, donc, est consacré à Marle et au territoire, mais à côté de ça, il y a d'autres continents qu'on n'explore pas tout de suite, mais qu'on va explorer. Par exemple, dans le tome 2, on va aller dans ce qu'ils appellent le continent du désert, dont ils ne connaissent pas vraiment le nom. On y va aussi dans le tome 1 à un moment donné. Il y a le continent des empires, où tous les États sont des empires, même les cités libres. Il y a d'autres zones à visiter, et je vais m'efforcer à travers les chroniques et à travers... ensuite, il n'y aura pas de roman à suite. En fait, là, c'était vraiment une suite en 4 tomes. Après, je pense et j'espère pouvoir faire des ouvrages uniques, en fait, où il y a une histoire sur un territoire ou une ville avec un personnage. Un peu comme Michael Moorcock pouvait le faire avec son cycle d'Elric. Il a écrit une histoire et puis après il écrivait des livres à l'intérieur du cycle. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je cache pas que c'est un de mes... Enfin, j'ai beaucoup lu Moorcock quand j'étais jeune, et donc voilà, c'est quelque chose qui me donnait envie. Du coup, dans votre tête, dans votre façon de travailler, comment ça se passe? Vous avez déjà le monde avec une carte qui existe et puis vous vous centrez sur certains points. Quand des personnages arrivent, vous dites tiens, celui-là, il méritera peut-être son roman. Comment ça se passe? Alors l'histoire, elle est écrite pour le cycle de Marle. Par exemple, l'histoire a été écrite totalement sur un petit cahier, voilà, où j'ai raturé. Et ensuite, je l'ai reporté sur une grande feuille A3 où j'ai tout ce qui doit se passer avec une carte effectivement gribouillée à droite à gauche. Mais en fait, j'essaye ensuite. Il y a des personnages, par exemple, qui naissent dans le roman qui n'étaient pas prévus. Par exemple, le personnage dont je vous parlais, Aliat, qui arrive à un moment donné dans Marle le Chevrier, je voulais juste un ressort dramatique sur ce personnage et sur l'action qui se passait à ce moment-là, et je me suis dit, bon, allez, je vais mettre ce personnage-là. Et en fait, je m'y suis attaché. Et je me suis tellement attaché que le personnage, alors, avant, quand j'entendais un romancier dire oui, le personnage m'a échappé, je rigolais doucement en disant mais non, c'est pas possible, c'est toi qui décides. Mais en fait non, le personnage m'a échappé aussi, et il est devenu quelqu'un, il a une histoire, et j'ai envie d'écrire sur lui. Et c'est ce qui se passe aussi avec d'autres personnages. Euh, j'ai envie de développer leur histoire, ce que je n'ai pas fait, ce que je ne peux pas faire dans ce cycle-là. Mais ils sont là, et je m'attends à... Voilà. Ils vont venir frapper à ma porte certainement très bientôt pour les mettre en scène. Ce qui nous prévoit donc de longues heures de lecture grâce à vous dans ce grand cycle. Alors il y a un cycle, Les Chroniques des Territoires, avec 4 tomes, 3 déjà sortis et le 4e qui sortira courant 2018. Et c'est pareil, à la fin, il y a un petit passage avec un épilogue et puis des illustrations faites de votre main sur des personnages du roman. Oui, oui, oui. Alors en fait, il y a 2 versions, hein. Il y a eu une première version où il y avait juste édition, pardon, où il y avait juste les images. Et puis il y a eu une deuxième édition avec la couverture de Nicus Tims, qui ensuite a fait la couverture du tome 3 et fera la couverture du tome 4. C'est un illustrateur à qui j'aime beaucoup travailler. Et dans cette deuxième version, il y a une nouvelle effectivement qui s'appelle Lénade. Et j'aime bien faire aussi des petites nouvelles autour du monde, autour des chroniques, ce qui fait que c'est une véritable mosaïque petit à petit qui prend forme pour le lecteur curieux qui veut aller voir absolument tout ce qui est écrit autour.
Retenez ce nom, Rodrigo Aramon, avec deux R, A2R, A-M-O-N. Les ouvrages parus, c'est chez Roy's Éditions, également deux R, O-Y et deux Z. Vous y retrouverez les chroniques des territoires, les 3 premiers tomes et le 4e qui sortira en 2018. Et puis ce petit livre que je vous recommande tout particulièrement si vous aimez le steampunk ou si vous voulez le découvrir en 80 pages, c'est le manoir Steam Maker. Rodrigo, merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis vraiment très honoré et très touché par cette attention.